Bienvenue, merci d'être là, merci d'avoir fait le déplacement. Vous embarquez pour une table ronde, un talk sur la notion de genre, de sport et d'espace public. Voilà. On va sans doute beaucoup parler de femmes, on inclut toutes les minorités de genre là-dedans. Ce sont en gros les personnes qui sont susceptibles d'être opprimées dans l'espace public et donc de s'en retirer. On va avoir un moment de discussion, avoir un moment aussi d'échange avec vous. C'est un moment pour partager des histoires de win, des histoires de stratégie, des histoires de comment est-ce qu'on se réapproprie la rue, comment est-ce qu'on se réapproprie le sport, comment est-ce qu'on se réapproprie son corps. Il y a plein de niveaux sportifs différents qui sont représentés ici. On parle de sport dans l'espace public, ça peut être du sport, ça peut être marcher vite pendant un quart d'heure, voilà. Hein. Moi pendant très longtemps ça a été ça le max de mon sport dans l'espace public jusqu'à il y a quelques semaines. C'était ça mon max. Hein. Voilà, c'est pas. On peut parler de sport de haut niveau, mais on parle vraiment aussi du sport du quotidien, être en bonne santé, avoir le droit de jouir de l'espace où on vit, de l'extérieur. Voilà, donc ça c'était le petit point un petit peu vocabulaire. Nous avons Sarah, qui est socio-anthropologue, professionnelle des mobilités douces, notamment du vélo, et qui encourage les femmes à faire du vélo. Nous avons Lucia Grasse, qui est sportive, qui est talent Adidas, qui entraîne les gens à faire du sport aussi, et qui médiatise des événements sportifs. Nous avons Carole Chichu, fondatrice de Comet Club, qui est donc l'organisatrice de l'événement que nous avons aujourd'hui. Et maintenant, petite question pour vous, qui ici fait du sport régulièrement dans la rue ? Et donc, comme je disais, par du sport, on n'entend pas forcément faire des trucs de ouf, mais un petit footing, marche, ouais, ok. Donc quand même, vraiment, la majorité. Qui a déjà ressenti qu'elle n'était pas trop la bienvenue dans la rue quand elle va faire sa marche ou son footing, ou qui sent des regards, qui entend des mots, qui est-ce qui a déjà entendu ça? Ok, des mains qui se lèvent un peu timidement quand même. Qui est-ce qui a déjà modifié ses trajets ou changé ses horaires pour un peu éviter les endroits en se disant franchement flemme quoi. Ok, ouais, ok, d'accord. Waouh, ok. Et qui est-ce qui évite tout simplement de faire du sport dans la rue et qui préfère le faire en salle en se disant comme ça au moins je suis tranquille, je mets les guillemets, mais je contrôle un peu l'environnement. Ok, ouais, je vois. C'est une expérience qui est universelle pour les femmes. Ça fait partie d'une stratégie que je pense que les gens qui la mettent en place ne se rendent pas compte, mais en fait, tous ces événements, ces mini-événements mis les uns après les autres, qu'est-ce que ça fait ? C'est des stratégies pour nous enlever de l'espace public, en fait. Et on se sert, en tant que meuf, on se sert plus de l'espace public que pour le traverser de manière utilitaire, c'est-à-dire je vais faire mes courses, je vais chercher la fille à la danse, voilà. C'est pas un espace où je me dis j'ai le droit d'y être, j'ai le droit d'y rester, j'ai le droit, mon footing, j'ai le droit de le faire là, mais les agrès, les agrès qui sont disséminés dans la ville, on va pas voir de femmes. Les city-stades, donc ce qui a déclenché l'initiative de Carole, ils sont occupés à 95% par les hommes, qui représentent 49% de la population. Donc on voit un peu le décalage. Et les 5% restants, généralement, c'est pas des meufs qui se pointent et qui décident de lancer une game. C'est des associations qui arrivent et qui réservent. Voilà. C'est quelque chose qui commence dès l'enfance. La sociologue Edith Margeroul disait que 80% de la cour de récré, 80% de l'espace de la cour de récré est occupé par des garçons. Les filles, qui représentent donc 51%, prennent les 20% restants. Les 20% restants, c'est quoi ? C'est les côtés de la cour. C'est les murs, c'est les murets. Et les garçons sont au milieu, occupent 80% en jouant généralement au foot, aux trucs de ballon, etc., etc. Donc en fait, c'est des choses qu'on apprend très 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 rapidement dès l'enfance, qu'on intègre très vite. Les filles, elles rasent les murs, les garçons, ils profitent de l'intérieur du terrain. Après, il y a l'adolescence. Souvent, les expériences de harcèlement sexuel commencent à ce moment-là. Et on se dit que c'est quand même vraiment plus simple de ne pas s'attarder et de rester à l'intérieur de 4 murs. Et après, tout est à l'avenant. Donc les city-stades, on a dit 95% des occupations masculines. Le mobilier urbain, comme par exemple les bancs publics, les tables de ping-pong, tous ces équipements-là vont être occupés par des hommes. Et la plupart des équipements urbains occupés par des femmes, en fait, c'est les arrêts de bus. Parce qu'elles prennent le bus pour aller d'un point A à un point B. Donc en 2025, l'espace public nous est toujours confisqué, alors qu'on représente la moitié de la population. Ce sont des stratégies, disons le mot, ce sont des stratégies patriarcales pour nous enlever de l'espace public. Et bien nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va inventer des stratégies pour le récupérer. Ils sont organisés en face, nous aussi on va s'organiser. Et puis voilà, on va avancer comme ça. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être de rencontrer
ces femmes, aujourd'hui, qui déploient ces stratégies pour récupérer l'espace public, pour récupérer l'espace qui nous est dû, à savoir 50% de la rue, quoi, elles vont chacune nous expliquer comment est-ce qu'elles font. Après, on va avoir des moments de discussion où on va rebondir sur des expériences personnelles, sur des expériences professionnelles, qu'est-ce qui marche moins, comment est-ce qu'on met les choses en place. Et après, on va échanger avec vous. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions et vous allez aussi pouvoir vous raconter qu'est-ce qui vous motive, c'est quoi vos histoires de win, comment est-ce que quand on a eu un coup de flip, on monte sur le cheval, etc., etc. Et donc du coup, je propose de commencer par toi, Lucie. Il y a plein de façons de tirer par notre problématique, c'est une énorme pelote de laine. On choisit un fil, on le tire. Ce premier fil que je propose de tirer, c'est le fil de la représentativité, de la médiatisation du modèle. On parlait juste avant de l'effet Scully. L'effet Scully, c'est au moment de X-Files, il y a ce personnage qui est une femme qui fait partie du FBI scientifique, un truc hyper science, quoi. On l'a constaté au moment de la diffusion de la série, juste avec un modèle à la télé, un seul, c'est le seul qui existait. Plus 50% d'inscription de femmes dans les filières de sciences à l'école. C'est énorme, le pouvoir de la représentativité est énorme. Donc je propose qu'on parle de ça. Et donc toi, Lucie, ta pratique est à l'intersection pro, amateur et média. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours et de ton métier ? Comment est-ce que tu valorises le sport féminin et tes influences sport et comment est-ce que ça inspire les gens ? Alors, bonjour à tous, déjà à toutes et à tous. Moi, je suis ravie d'être là, comme je disais plus tôt. Ça fait énormément plaisir de voir un événement avec plein de femmes réunies. Donc personnellement, comme tu le disais, je suis coach sportive, je suis aussi sportive moi-même et je travaille notamment beaucoup avec Adidas, autant en tant que coach, en tant que talent pour représenter la marque, on va dire, ambassadrice. Et je travaille aussi dans les médias sportifs, principalement dans le basket et le foot US. C'est vrai que tous ces rôles-là sont un petit peu l'intersection d'environnement masculin, parce qu'autant les coachs que les reporters ou les journalistes dans les médias ou que les gens sur les plateaux de télé, c'est quasiment beaucoup des hommes, on va dire 90% des hommes. Donc c'est des environnements hyper codifiés, c'est des environnements dans lesquels en fait on est très exigeant avec les femmes. Et c'est un peu contradictoire parce qu'en fait on nous demande de toujours prouver plus, mais d'être aussi un peu moins, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas être trop visible, alors qu'en fait, en étant une femme dans cet environnement-là, on est visible quoi qu'il arrive. On va nous voir parce qu'on est une femme. Donc, partant de ce constat-là, il faut essayer en tout cas ce que j'ai fait, de convertir cette visibilité en une force et essayer de l'utiliser en sa faveur. Parce qu'on va nous mettre des bâtons dans les roues et on va rencontrer des obstacles quoi qu'il arrive, ça, il n'y a pas de souci, ça arrivera, donc il faudra s'y attendre. Donc tous ces environnements-là, moi en fait, je m'y suis sentie à l'aise parce que je pense que tu parlais de l'éducation et de l'enfance. Moi, ça vient aussi de l'enfance, je me suis toujours vue et j'ai toujours été dans les salles de sport et sur les terrains avec mon père, qui m'amenait partout. Et en fait, qui était sportif lui aussi. Et je pense que ce côté-là, d'avoir ancré cette habitude d'être dans ces endroits-là spécifiques, dehors ou dans les salles, bon, pas derrière un micro, un écran, mais en tout cas dans des environnements sportifs, ça m'a en fait permis d'enregistrer le fait que je pouvais aussi appartenir à ces milieux-là. Et donc c'est peut-être pour ça que je me suis dit, en fait, je vais y aller, je vais prendre ma place et pas me demander en fait si je corresponds à tel ou tel code, et je vais juste prendre ma place quoi qu'il arrive, parce que moi je me sens bien là où je suis. Donc c'est vrai que ça peut être parfois très exigeant parce que malgré tout, ce qu'on peut dire, ou les beaux discours, être une femme dans le milieu du sport, on va souvent nous placer en décorative en fait. Bon, elle est à la télé parce qu'elle est mignonne, ou elle fait ça parce qu'elle parle bien, donc bon ça va, ça passe, et puis il faut une femme parce que sinon il y a trop d'hommes. Donc je pense que le fait d'être dans ces endroits-là, tant coach que dans le côté journalisme ou média, ça montre en fait qu'on peut être crédible, légitime, engagé et ne pas avoir à s'excuser de ce à quoi on ressemble ou comment on s'habille. Et ça vaut aussi pour, par exemple, quand on va dans une salle de sport, juste en fait, voilà, on veut aller soulever une barre à 150 kg, on va pas aller s'excuser de se dire moi je suis une femme donc je vais juste aller faire le stepper, quoi. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, on est là pour ses objectifs. Peu importe ce à quoi on ressemble, peu importe ses objectifs,
L'espace, il est là pour tout le monde, on a payé son abonnement, on va y aller et on va pas forcément se priver de quelque chose qu'on veut faire et qu'on a totalement le droit de faire. Donc voilà, moi je suis partie un peu avec ce mindset-là, ces idées-là, et je me suis dit, je vais le faire, même si j'ai pas forcément vu de gens, de modèles, on va dire, le faire. Je pense que tout est parti vraiment du côté de mon éducation, d'être dans ces environnements-là, d'y baigner. Et c'est vrai que la représentation, c'est vraiment pour moi clé, parce qu'en fait, ce qu'on voit, on sait qu'on peut le devenir. Et ça nous permet de passer au-delà de nos croyances limitantes, de se dire en fait, non, moi je peux pas faire ça, je suis pas capable, il y a que des hommes, ces gens-là ils me ressemblent pas. Et en fait, il faut se créer sa propre place, se dire que justement, peut-être que dans 10 ans, il y aura une personne plus jeune, une ado, qui voudra se diriger vers ce genre de métier et qui se dira, ah ouais, en fait, j'avais vu telle personne qui était coach, qui faisait ci, qui était dans la salle, qui faisait des reportages sur le foot, sur le basket. C'était la seule femme, mais j'ai trouvé ça cool, son travail était bien, et en fait, voilà, ça devient un élément, un critère qui nous pousse en fait à aller plus loin et à se dire ok, je peux le faire. Et j'ai eu quelques exemples, moi je pense qu'on en parlera un peu plus tard, j'ai eu quelques exemples aussi de personnes, de coachs que j'ai suivis au début de ma carrière, ça m'a aidé. Donc je me suis dit la même chose, et notamment au niveau du sport en soi, si on dépasse le côté professionnel, le côté réseaux sociaux, c'est vraiment le feedback immédiat qu'on reçoit des gens, et ne serait-ce que être coach, moi je partage beaucoup par exemple sur les réseaux sociaux mes entraînements personnels, donc ça n'a même rien à voir avec forcément mon métier, mais juste en fait de partager ça, de montrer que c'est pas de la sexualisation, c'est montrer qu'on peut être forte, qu'on peut s'entraîner au milieu d'un environnement masculin, qu'on peut aussi être à un match avec que des collègues masculins. Moi, un exemple personnel, je suis partie il y a 2 semaines pour couvrir le Final Four de l'Euroleague de basket à Abu Dhabi. J'étais avec 6 hommes, il n'y avait que moi. Et c'est pas grave, moi j'étais là, je faisais mon truc, j'ai kiffé, et personne n'était là à questionner ma place, parce que en fait, j'envoyais l'énergie que j'étais là à ma place. Donc je pense que ça part aussi de ce qu'on montre, de sa représentation soi-même, et c'est ce que j'essaie de montrer sur les réseaux sociaux, mes entraînements, ce que je fais dans mon métier au quotidien, et d'essayer de juste montrer que je suis là à ma place, que ça inspire. En fait, c'est vraiment ça, montrer pour inspirer. Et ça fait plaisir quand on reçoit des messages de personnes qui nous disent voilà, j'ai repris le sport grâce à juste te voir tes stories, j'ose aller à la salle, ou j'ose aller courir alors que j'osais pas forcément y aller. Des petites choses comme ça qui font que les gens se remettent un petit peu dans ce qu'ils veulent faire, enfin les femmes en l'occurrence. Et voilà, je pense que la représentation, c'est vraiment ça, c'est très très important à son niveau. On n'a pas besoin d'être présentatrice du JT ou athlète olympien, c'est pas grave. Les gens sont dans leur quotidien, et c'est important d'avoir des exemples aussi à proximité, je pense. Comme on en parlait aussi, malheureusement, je couvre pas encore assez de compétitions féminines, parce que ça va avec d'autres éléments d'argent, de sponsors, de médias qui acceptent de couvrir ces compétitions. Mais déjà, le fait d'être une femme dans ce milieu, dans cet environnement, j'espère que ça peut déjà inspirer des femmes à faire la même chose, ou des choses similaires. Merci beaucoup pour ton témoignage. Effectivement, ouais, on peut applaudir. Merci. On peut applaudir parce que vraiment, comme on dit, la représentation, c'est vraiment la première marche pour réussir à se réapproprier nos espaces publics et notre pratique sportive. Très rapidement, moi aussi, c'est vrai que j'ai un rapport au sport qui a été ultra compliqué pendant les 30 premières années de ma vie, c'est-à-dire beaucoup d'années. Et c'est en voyant les stories d'une femme que je follow qui est dans les luttes pour les personnes grosses. Et elle faisait beaucoup de sport, mais de sport de façon très simple, alors que pour moi, ça a toujours été ultra compliqué. Et juste elle mettait ses baskets, elle y allait, ou elle fait des inversions en yoga. J'étais genre, mais c'est physiquement possible, je pensais pas que c'était possible. Courir, on m'a toujours dit, mais tu vas te casser les genoux, je sais pas quoi, faut que tu fasses de la piscine, c'est tout ce que tu peux faire. Et en fait, je me suis dit, juste voir cette fille qui n'est pas, qui partageait ça pour se faire kiffer, vraiment à titre perso, ça m'a fait participer à un ensemble de choses qui ont permis un déclic, qui ont permis que je reprenne une pratique sportive vraiment régulière, et que je me dise, mais
En fait, c'est pas du tout impossible, quoi. Donc je rejoins complètement ce que tu dis, et vraiment, merci pour ça, et effectivement, partageons, montrons, donnons à voir ce qu'on fait, parce que je suis vraiment enfin, je peux témoigner de première main, oui, ça marche. Oui, ça permet à des meufs de se dire, mais en fait, c'est carrément pas compliqué, quoi. Il suffit d'aller à Decathlon, et après, j'ai une paire de baskets, et c'est tout. Donc, ouais. Chez Adidas, acheter une paire de baskets Adidas chez Decathlon, c'est ça que je voulais dire. J'avais pas la première partie de la phrase, mais c'est... Justement, donc montrer à voir, c'est aussi ce que tu fais toi, Sarah. Raconte-nous un petit peu ton activité à Répar. Comment est-ce qu'on amène des femmes qui peuvent être loin, vraiment loin du sport, qui se disent j'ai pas le temps, qui se disent soit je suis mère au foyer et j'ai pas le temps avec les enfants, au contraire j'ai deux jobs et j'ai pas le time avec le travail. Quelles sont les stratégies que vous déployez? Raconte-nous tout. Donc moi je travaille au Répar. Le Répar c'est le réseau des ateliers vélo parisiens. Je suis un peu le pas de côté de cette table ronde parce que je travaille sur le vélo. Le vélo c'est à la fois un sport mais c'est aussi une mobilité. Donc c'est un petit peu différent. Moi, je l'envisage rarement comme un sport, même si en fait j'en fais au quotidien et que du coup j'ai des mollets hyper gros, enfin hyper musclés on va dire. Mais voilà, donc je suis un peu entre les deux et c'est comme une pratique sportive et en même temps c'est une pratique de déplacement quotidien. Et moi dans mon parcours en fait je suis arrivée progressivement au vélo comme un moyen de s'émanciper dans l'espace public et un moyen de se déplacer librement. À la base j'étudiais le genre et l'espace public en tant que sociologue et je m'intéressais à vraiment comment on s'approprie l'espace public, comment est-ce qu'on y est assez à l'aise et confortable. Mon dada, c'était d'étudier comment on fait pipi dans la rue, voilà, comment on est une femme et qu'on arrive à uriner dans la rue et à se délester. Ça, c'était vraiment, j'étais fan de ce sujet-là. Et puis petit à petit, je suis arrivée à la question du déplacement et je me suis retrouvée moi-même à me déplacer à vélo et à comprendre en fait c'était quoi les enjeux pour se déplacer à vélo et c'était quoi les difficultés, les contraintes. Et c'est progressivement que j'en suis arrivée à la fois à être autonome à vélo, mais aussi autonome à réparer mon vélo. Et donc je suis devenue mécanicienne vélo et j'ai commencé à transmettre la mécanique à des femmes et des minorités de genre. Et du coup maintenant je travaille dans le réseau des ateliers et entre autres sur cette question-là de la transmission et de l'autonomie par le vélo. Voilà, c'est un peu pour poser le contexte de pourquoi je suis là. Et donc sur cette question de comment est-ce qu'on essaye d'amener les personnes qui sont éloignées de la pratique du vélo et de la mobilité en ville au vélo. Déjà un premier constat qui est important, c'est que 100% des femmes, et j'imagine minorité de genre même si c'est pas dans la question, ont déjà vécu du harcèlement dans les transports en commun. Et en fait, le vélo est un moyen d'en vivre moins. C'est pas de ne pas en vivre, mais d'en vivre moins. Pour donner un exemple, se faire siffler à vélo, ça dure une demi-seconde. Du coup, ça passe très rapidement. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est à pied ou quand on est dans les transports en commun. On se fait rarement toucher à vélo, ou en tout cas beaucoup moins que dans les transports en commun. Donc ça, c'est un premier... on va dire un premier vecteur de la mise à vélo. Et il y a un peu ce que tu racontais tout à l'heure, qui est la question du transport en fait, la question de la navette. En fait, beaucoup de femmes sont éloignées de la pratique du vélo parce qu'elles vont au travail, puis ensuite elles vont chercher les enfants, puis ensuite elles vont faire les courses, puis ensuite elles vont, etc. Et donc le vélo, en fait, c'est un moyen de faire tout ça et d'avoir un peu comme une mule qui porte toutes ces charges. Et en fait, récemment, là, depuis 10 ans, on s'est vu avec des vélos de plus en plus équipés, où on peut mettre les enfants, on peut mettre les courses, on peut mettre etc. Et donc, c'est hyper aussi intéressant de voir comment le vélo s'adapte aussi à la pratique des femmes et à la pratique à ce dont elles ont besoin. Et ça, c'est une des façons d'adapter l'espace public aux femmes, c'est aussi d'adapter leurs outils. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Nous, avec le Répar, par exemple, un des moyens qu'on a, c'est la vélo-école. Donc il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance dans l'espace public et la route c'est un espace de violence et donc du coup comment est-ce qu'on donne de la confiance et aussi les outils pour comprendre comment est-ce que ça se passe dans l'espace public et sur la route. Et donc au Répar, en fait on soutient des ateliers qui mettent en place d'une vélo-école et donc c'est un certain nombre de séances pour les personnes qui soit savent pas du tout faire de vélo, soit veulent se remettre en selle comme on dit. Et donc ça c'est un financement notamment des politiques publiques qui nous aident à remettre des femmes sur le vélo. Moi l'endroit où j'étais plus, qui était plutôt mon endroit à moi parce que je ne sais pas mettre les gens au vélo, c'était de leur transmettre la mécanique. Donc je suis une femme à vélo et j'ai crevé
Donc voilà, je suis à plat. Qu'est-ce que je fais ? En fait, quand moi j'ai commencé à vivre ça, je me suis rendu compte qu'en allant dans des magasins, qu'en allant dans des ateliers, il y avait que des hommes et qu'ils allaient m'expliquer par A plus B comment faire, voire me prendre les outils des mains, voire ne pas me laisser faire du tout. Et donc j'étais jamais maîtresse de cet outil qui pourtant était celui qui m'émancipait. Et donc au Répar, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'apprendre aux gens de la transmission, d'être maîtresse et maître de son outil de déplacement. Et de faire tout ça à moindre coût. Parce que le nerf de la guerre, c'est aussi de rendre ça accessible. Et donc, tous ces ateliers vélo qu'on met en réseau au Répar, c'est des ateliers à prix libre, des ateliers qui sont accessibles à tous. Je pense que l'enjeu de la classe aussi, il est hyper important. Et donc, c'est un peu, voilà, la question du genre et de la classe, c'est un peu les deux leviers sur lesquels on travaille. Et voilà, j'espère que ça répond à peu près à la question. Oui, très bien. Bon, je pense que l'objet de l'association est très clair. Je voulais savoir si jamais, est-ce que vous aviez des politiques de aller vers, c'est-à-dire, je parlais de la question du genre, la question de la classe, comment est-ce que vous approchez des populations qui peuvent être éloignées du vélo ou qui peuvent être enclavées géographiquement pour leur apporter des solutions un peu en bas de chez eux? Est-ce que vous avez des choses pour ça? Il y a carrément des politiques publiques qui nous aident à aller en bas des immeubles. On organise avec tous ces ateliers vélo et ces ateliers de remise en selle, etc., un certain nombre d'ateliers, on en a juste à côté, dans des quartiers prioritaires, avec des bailleurs sociaux, avec un certain nombre d'acteurs de la ville, pour aller en bas, les aider à réparer leur vélo. C'est toujours très marrant de voir, par exemple, une maman avec un enfant débarquer avec un vélo enfant qui n'a pas été utilisé depuis 6 mois, qui va hyper mal. Et puis en fait, du coup, petit à petit, la maman, elle croit qu'on va le réparer, et en fait, petit à petit, on l'amène à la réparation, et donc elle finit par le faire elle-même. Et donc elle se dit, ok, bon, bah, je vais peut-être ramener mon vélo aussi, donc alors, etc. Et donc on fait un certain nombre d'ateliers comme ça, et au début, bah, on a l'impression qu'on touche 4, 5 personnes, sauf que la régularité, s'installer dans tout un tas de quartiers différents dans la ville, permet en fait d'être visible et permet de rendre possible et accessible ça. Et tout ça, c'est gratuit. C'est aussi pour ça c'est hyper important de financer les associations qui font tout ça dans les quartiers et qui font tout ça dans la ville en fait. Et donc nous on travaille au Répar pour générer tous ces financements publics et permettre à tous ces ateliers à leur endroit, dans leur quartier, de faire ça. Toi t'es à Saint-Denis? Moi j'habite à Saint-Denis, mais non, on fait pas tout ça à Saint-Denis. Pour l'instant on est le réseau parisien, donc on va chercher à s'agrandir, mais pour l'instant c'est beaucoup intramuros. Okay. On fait ça, mais je sais pas, par exemple, moi à l'époque où j'étais mécano et que je faisais ça, dans le quartier Alphonse Carre, juste à côté, j'ai beaucoup fait ça, et c'était très très chouette. Ok, trop bien. Ouais, on peut aussi applaudir, parce que c'est vraiment une mission de service public. De faire en sorte que les mamans elles aient leurs propres moyens pour bouger à l'intérieur dans la rue, qu'on les voit, que ce soit pas une curiosité de se dire une maman à vélo incroyable, et que voilà, ce soit une normalité. Et tu as dit un mot vraiment très clé, tu as dit le mot de régularité. C'est vraiment ça, c'est vraiment habitué, on a été exclu, et ben on va être là et on va pas bouger, et on va continuer d'être là jusqu'au moment où vous serez habitué. Et en fait ça va plus être une question. Et toi, c'est tout l'enjeu pour toi, Carole, pour Comet Club. Donc toi, tu es la fondatrice. Toi, donc ta pratique, mais que tu vas nous expliquer, c'était ça, c'était de constater que c'était quand même compliqué de juste pousser la porte du City Stade et se mettre à jouer au basket quand on était une nana. C'était pas si simple que ça. Et donc, tu as fondé Comet Club. Vous avez développé avec cette association toute une méthodologie. Est-ce que tu peux un peu nous raconter? Comet Club est né en 2021 de plusieurs constats. Le premier, c'est que j'avais envie juste de reprendre très égoïstement le basket et que c'est très difficile pour moi de trouver un contexte, un club, un endroit, un city, n'importe quoi où je me sentais bien de le faire. J'avais eu l'occasion par le passé de faire sport-études basket, donc dans un club féminin où j'évoluais en championnat, où je m'entraînais tous les jours et on avait vraiment un cadre parfait, idéal, avec un club qui poussait vraiment les publics féminins. Donc je m'étais jamais posé vraiment la question de qu'est-ce que c'est que de reprendre le basket quand on a 20, 25, 30 ans, qu'on n'a pas joué depuis 5 à 10 ans et que on a perdu un peu en niveau, mais on a juste envie de se faire plaisir sans rentrer dans un schéma de compétition. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était que c'était très difficile de trouver aussi des alliés avec qui le faire. Donc je me suis dit, je vais aller jouer sur des terrains mixtes. Bon, en fait, les terrains mixtes, comme disait Anne, 95% de mecs, pas de nanas. Est-ce que je me sens à l'aise? Bon, pas trop. J'ai essayé de jouer aussi avec des hommes alliés, des amis. Beaucoup plus facile, on se connaît, c'est plus simple, je me sens en sécurité.
Mais en fait, ils font 1m90, 2 mètres. Moi, je suis grande, mais on va pas, voilà, c'est pas non plus la folie. Donc, beaucoup de blessures, de constats de différence de niveau, de façon de jouer, et du coup, pas fou. Donc après, je me suis mise à la course à pied, c'était trop cool, mais j'en avais marre de passer à côté des cities et de me dire, ouais, moi j'ai toujours envie de jouer au basket en fait. Et à l'époque, on s'est posé avec Anne longuement et on a commencé d'abord de discuter puis de faire quelques recherches sur ce sujet d'un point de vue plus sociologique et de comprendre les chiffres. Donc c'est de là que ce fameux chiffre de 95% est sorti. C'est de là qu'on a observé la ville aussi différemment et qu'on a défini un petit peu ce qui manquait, comment ça pouvait se dérouler, comment ça pouvait exister. Et donc je rejoins Sarah sur l'importance finalement de créer des habitudes, comme dans 95% du temps, voire plus, quand vous regardez des comptes sur Insta de développement personnel, on vous explique le truc des 21 jours, de créer une habitude, de la répéter tous les jours pour s'habituer soi, pour habituer les autres. Et donc de maintenir une routine sportive, non sportive, intellectuelle, ce qu'on veut, pour que ça fonctionne et qu'on atteigne notre objectif. Donc l'idée c'était juste de transposer cette notion d'habitude au City Stade et de se dire ok, on va venir une fois, puis on va revenir une deuxième fois le même jour à la même heure, et on va revenir à l'infini sur ce même horaire à chaque fois, le répéter, jusqu'à ce que ça devienne complètement normal et que ce soit plus un accident, entre guillemets, de voir des femmes et des minorités de genre sur ces terrains. Ça, c'est le point de départ. La deuxième question, c'est ok, on va faire ce truc-là, mais les mecs sont déjà sur ce terrain. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes avec qui on n'arrive pas forcément à jouer, qui n'ont pas hyper envie qu'on soit là, pour soit devenir copains, soit devenir alliés, ou en tout cas pour leur dire « Désolé, on va vous prendre 1h30 sur les 168 heures de la semaine, a priori on va s'en sortir, et on va jouer à votre place, mais vous pouvez rester sur le côté, nous encourager, c'est hyper cool de votre part. » Là, du coup, on demande de l'aide en l'occurrence à des municipalités qui viennent avec nous signer en gros des autorisations de s'entraîner de la part de la ville, de notre part à nous, et donc on se forme en association pour être reconnu et avoir un créneau officiel au même titre que les autres associations sportives qui, elles, s'entraîneraient dans un gymnase par exemple. Ce statut d'association et la signature de la convention d'occupation, c'est notre outil, c'est un peu notre sésame qui permet de dire aux autres publics qui sont sur le terrain et qui n'ont pas forcément envie de laisser la place, nous ne sommes là qu'1h30, c'est un entraînement dans le cadre d'une association, c'est reconnu par la ville où on s'entraîne, nous avons l'autorisation d'être là et nous partirons quand nous aurons terminé. En 4 ans d'existence, on a eu 3 accidents sur tous les terrains où on s'entraîne depuis, ce qui est rien, ce qui veut dire qu'on peut le faire. Mais par contre, en 4 ans d'existence, chaque semaine, on s'est entraîné, sauf quand il a eu neigé ou plu, mais on arrive à s'en sortir même avec ça. Et du coup, on a habitué tous les publics, tous les regards extérieurs à notre présence, au fait qu'on est là, on a le droit d'être là, et qu'on va continuer à être là, surtout, jusqu'à ce que ça devienne normal. Merci beaucoup. Ouais. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu as dit. Tu racontais l'histoire de un de ces accidents. Dis-moi si moi je me trompe, mais c'était, en gros, vous êtes arrivé avec votre papier qui dit « Bonjour, on a le droit d'être là », et il y avait des garçons sur le stade, en gros, qui ont dit « On veut pas le savoir », vous avez dit « Si, regarde, on a le papier », ils ont dit « Ah ouais, à ce moment-là, comment on sait que c'est un vrai papier ?» Enfin, voilà. Et en fait, il se trouve que lui qui a signé le papier était, en fait... Attends, vas-y, finis l'histoire. C'est ça, mais il y a une petite étape, on peut la raconter aujourd'hui. Maintenant, on n'en a plus besoin de ce papier parce qu'on nous reconnaît, mais c'est vrai qu'au début, on brandissait quand même un A4 pour dire regardez, il y a une convention d'occupation signée. Et c'est vrai que ce jour-là, donc on était à Saint-Ouen à l'époque, on devait s'entraîner, on ne nous acceptait pas sur le terrain. Et la première étape, c'est quand même les mecs qui nous disent non, vous n'allez pas rentrer, vous n'allez pas vous entraîner. Et il y a un mec qui est arrivé en scooter et qui a fait une roue arrière au milieu du terrain. Moi, j'ai dévissé ce jour-là, franchement, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai que c'était hyper compliqué mentalement de gérer une situation avec un scooter au milieu d'un terrain de basket. Mais c'est pour vous dire à quel point on revient quand même à des gestes, entre guillemets, pas primitifs, mais presque, du cheval qu'on va hisser, et on va dire on est vraiment sur une question de combat. Je déteste prononcer ce mot, mais ce jour-là, j'ai bien compris que ça allait pas se jouer à coups de A4 signé, tamponné, etc. Et c'était pas que ça le sujet. Donc on a combattu avec les armes, entre guillemets, qu'on avait entre nos mains, à savoir appeler l'élu de la ville et appeler le gardien du gymnase pour leur dire voilà, on a un sujet, on est sur notre créneau d'entraînement, on est là, on est présente, on ne veut pas nous laisser le terrain, qu'est-ce qu'on fait ?
Bon, il s'avère qu'il était en effet à côté et qu'il est arrivé en 30 secondes. Et en fait, les mecs sont partis en courant et on s'est mis à jouer juste après. Mais donc c'est bien la preuve qu'il faut qu'on ait nos propres stratégies bien dans la tête. Et que donc un peu ce triangle stratégique qu'on élabore aujourd'hui avec la stratégie de la médiatisation, la stratégie de l'autonomisation et de la réappropriation de l'espace public et la stratégie un peu territoriale, parce que c'est un peu un truc territorial ce que tu viens de nous raconter, un peu territorial du terrain où on est là toujours à la même heure, c'est vraiment des blocs stratégiques qu'on peut opposer pour récupérer le terrain. Et donc un des gros morceaux, vous l'avez évoqué toutes les deux, c'est les politiques publiques. Parce qu'on ne joue pas à armes égales en termes d'occupation, puisque vous étiez 5 joueuses versus des mecs qui sont tout le temps là. Donc nous, en tant qu'asso, comment est-ce qu'on s'entraide entre assos? Et quand on va voir les élus, on dit de quoi on a besoin, comment est-ce qu'on a un accompagnement qui nous aide. On apprend très rapidement quand même que l'État délègue au système associatif global une partie de ses prérogatives. Je pense que c'est quand même le point de départ. Donc nous, en tant qu'association, on fait un travail de l'État, que l'État ne fait pas. J'aime bien me répéter ça à chaque fois que je tape à la porte de l'État pour lui demander de l'argent. Et donc ce travail-là d'accessibilité, par exemple à une mobilité, par exemple à un stade, par exemple au sport, par exemple à des droits, à des droits fondamentaux humains, il est censé être gratuit et accessible et rendu possible grâce à cet État qu'on paye d'ailleurs par nos impôts. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ça. Et donc c'est hyper important. Moi par exemple, ce qu'on défend beaucoup nous au Répar, c'est la gratuité. La gratuité dans l'espace public, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. C'est quelque chose qui n'est presque plus possible. Donc c'est presque des démarches anticapitalistes à l'heure où on parle, quoi. Et donc ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est que l'espace public reste gratuit, reste accessible et qu'on puisse y développer tout un tas d'activités comme le vélo. Et le vélo pour les enfants, donc par exemple dans les écoles, l'État développe le savoir rouler à vélo. En fait, normalement, on est censé savoir rouler à vélo comme on est censé aller à la piscine et savoir nager quand on est enfant à l'école. Eh bien, c'est tout un tas de trucs qui est fait grâce à des associations du vélo. De la même façon, les pistes cyclables. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut, c'est un certain nombre d'associations pour rappeler à l'État qu'on doit faire ça. Et donc, c'est tout à fait normal que l'État nous finance en tant qu'association, quoi. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais je trouve que c'est déjà rappeler un peu la logique dans laquelle on est en tant qu'association et de influencer ces politiques publiques dans cette direction-là, quoi. Donc aussi avec un peu une team, quoi. J'entends aussi que tu veux dire que entre assos, il faut aussi un peu se regrouper et se fédérer. Oui, il y avait un peu cette question-là de comment est-ce qu'on fait pour se lancer aussi, qui est un peu l'histoire que tu nous racontes, et qui est vraiment de faire collectif à un moment donné et de créer du réseau. Et donc c'est super intéressant de voir comment... à un moment donné, si on veut faire quelque chose, on essaye de créer du réseau. Donc moi, je travaille en permanence avec des centres de quartier, des espaces de vie sociaux, des endroits où il y a déjà du monde qui travaille déjà au quotidien. Et comment est-ce que j'arrive à créer du réseau entre tout ça pour faire marcher quelque chose, une action, quoi. Et ça, c'est fondamental de toute façon, notamment en ville, quoi. Enfin, c'est hyper important, quoi. Et je te rejoins là-dessus sur l'importance de faire réseau. Nous, aujourd'hui, on a l'exemple de la nouvelle équipe de Lille qui s'est montée cette année, donc Comet Club Lille. Elle a grandi très très vite. En moins de 3 mois, on avait plus de 50 personnes qui s'étaient inscrites. C'était un démarrage, mais bon, évidemment, c'est le deuxième démarrage après l'Île-de-France, mais c'était quand même un démarrage très très rapide. Et il s'est fait exactement par cette question-là des réseaux. Charlotte, elle a contacté les réseaux des femmes cyclistes de Lille, du roller derby, d'autres pratiques sportives. Elle a rejoint les librairies féministes et en gros toutes les personnes qui s'engageaient sur les questions féministes et ou sur les questions d'espace public. Et à partir de là, le réseau il s'est créé très très vite. Donc c'est vrai que c'est très important parce que ça montre qu'on se soutient les uns les unes les autres. C'est clé et c'est vraiment super précieux de sentir que toutes ces équipes avancent dans le même sens, quelle que soit la pratique. Nous, aujourd'hui, par exemple, on est aussi association alliée d'un groupe comme Graines de footballeuses. On a fait un consortium d'assos tous ensemble sur le terrain, à l'époque René Binet, dans le 18e. L'idée, c'était que Graines de footballeuses entraînait les babies, donc les plus jeunes filles, au foot le matin. Et pendant le même créneau, pour être sûr qu'on ait un maximum de monde, nous, on prenait les mamans et on les entraînait au basket. Et en fait, ces groupements, ce qu'on appelle des consortiums d'associations, permettent
de décupler l'impact de chacune des assos, d'avoir des budgets plus gros, de travailler mieux ensemble et d'être davantage visible, quelle que soit la pratique en fait qu'on va mettre à l'honneur. On entend vraiment ce besoin de fédération un petit peu tactique. Moi aussi, si jamais je suis revenue au sport, et toujours, c'est très light, hein, je vais courir 2 fois un quart d'heure dans la semaine. Non, elle court beaucoup. Mais enfin voilà, c'est pour dire que quand je parle de sport, je parle vraiment faire du vélo pour aller d'un point A à un point B, c'est du sport. Moi, ce que j'ai constaté, en tout cas dans mon cas, donc de quelqu'un qui en était extrêmement éloigné, c'est qu'en fait, j'en suis revenue par la santé. C'était un peu un genre de... Enfin, je dis pas que l'institution de la santé est une institution toujours hyper humaine et tout, mais alors ça a été un peu un enchaînement de trucs. Et à Paris notamment, il y a des gens à la santé ou en politique de la ville qui ont toujours en lien avec des assos, qui ont vraiment essayé de prendre un peu ce créneau-là pour essayer d'avoir de l'argent, parce qu'il y a un peu d'argent dans la santé. Donc de créer des maisons à accueil santé par exemple. Il y a quelque chose qui s'appelle Escrime-toi, c'est un club d'escrime pour femmes victimes de violences. Et apparemment ça marche hyper bien, les retours sont hyper bons. Et ça je pense que c'est un vrai levier un peu à actionner, penser à se mettre un peu sur un peu à l'intersection entre plusieurs créneaux pour pouvoir choper plus d'acteurs, plus de financement, plus de synergie. Et il y a Paris Sportive aussi, ça j'ai découvert ça, moi je connaissais pas, alors j'ai découvert ça dans les petites recherches. Vous allez sur Paris Sportive dans Google et il y a plein d'assos qui proposent à Bâle d'activités gratuites justement dans l'espace public où n'importe qui peut venir, c'est tout niveau. Donc moi je pense que je vais aller à celle de boxe parce que ça m'intéresse et que j'ai découvert qu'il n'y avait rien de plus cardio que de bouger les bras, contrairement à ce que je pensais, c'est épuisant. Voilà, donc moi je vais tenter ça. Et donc voilà, donc oui, vraiment la politique publique, il va falloir qu'on continue de la mobiliser, il va falloir qu'on continue d'aller les tirer par la manche si jamais ils sont aux abonnés absents. Tu nous l'as très bien dit Sarah, ils sont là pour ça quoi. Vous leur enlevez une partie du taf quoi. C'est pas qu'on continue le pressing, mais c'est qu'on bosse en bonne intelligence quoi. Je rebondis un tout petit peu sur ce que tu dis qui me semble hyper intéressant des personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles et de comment le sport est un moyen de revenir là-dessus, de s'émanciper, de reprendre de la force, de riposter. Et ça, moi, je l'ai pu l'observer dans le vélo. Il y a des associations qui existent, des collectifs cycloféministes, comme on dit dans le jargon, qui, par exemple, je cite les Increvables parce que ça me fascine toujours ce qu'elles ont réussi à faire. Donc, c'est un collectif nantais qui s'est mis à organiser des voyages à vélo pour faire les minorités de genre, et notamment autour de personnes qui avaient été victimes de violences. Et donc il y a une femme qui a été victime de presque féminicide et qui s'est retrouvée tétraplégique, donc qui ne pouvait plus bouger une partie du corps. Et donc elles se sont organisées pour louer un mandalier, donc c'est un vélo où on peut pédaler avec les mains. Et en fait elles sont parties traverser une partie de la baie de Nantes, donc plusieurs centaines de kilomètres, avec cette personne-là, et tout au long en fait, à chaque étape, faire sortir un peu toutes les violences que cette personne avait vécues. Et donc ce que j'ai trouvé fascinant, c'est à quel point le sport, dans toutes ses formes, en fait, nous permet aussi de reprendre de la force. Et donc c'est, je pense, là, la vocation émancipatoire qu'on a toutes connue à notre endroit. Et comme il y a un panel de sport, il y a un éventail, comme dans nos mains, de sport, et bien en fait, il y a toujours un endroit où on peut aller, quoi. Moi, je pense que je ferai jamais de basket, mais genre, je pourrais jamais m'arrêter de faire du vélo. Et c'est l'endroit où je peux tout catharsiser, comme tu disais tout à l'heure. Effectivement, on sait à quel point le trauma, c'est dans le corps. Et être tétanisé, ne pas réussir à jouir de son corps, c'est aussi encore des stratégies patriarcales pour qu'on reste bien terré dans un coin et en sortir. C'est possible, ça marche et le sport est un excellent moyen pour le faire. Donc merci pour cette histoire. C'est quoi en gros ton plus gros win de personnes qui pouvaient être démoralisées, découragées et où vous avez réussi ensemble à dépasser des caps et à trouver beaucoup de joie dans la pratique sportive? Ça va être un petit peu ce que je disais au début sur la partie coaching, donc quand je donne des cours de sport, où certaines personnes, c'est arrivé quelques fois et à chaque fois c'est assez intense parce qu'on s'y attend pas forcément. Nous on fait notre métier, on kiffe ce qu'on fait, mais j'ai eu quelques personnes qui sont venues me parler, soit à la fin d'un cours, soit sur les réseaux, comme je disais, dont une qui est aujourd'hui devenue une de mes amies, donc ça fait 10 ans qu'on se connaît grâce au sport, et qui en fait m'a expliqué que de venir à mes cours de façon régulière, d'avoir comme tu disais, et comme on disait, la régularité, d'avoir ce rendez-vous pour se soigner, entre guillemets, de traumatisme qu'elle avait eu. Elle était en dépression à l'époque, donc quelque chose d'assez profond et intense.
de venir à ce rendez-vous, en plus c'était des cours de vélo, mais c'était en salle, de pouvoir se lâcher, de crier, c'était un peu dans le noir, donc une ambiance qui était propice à exprimer des choses et à essayer de vraiment sortir de son quotidien et tout lâcher dans cet endroit-là. Ça l'avait aidé petit à petit, semaine après semaine, jour après jour, à remonter, on va dire, la pente. Je pense qu'elle l'a aussi beaucoup associé à moi, par conséquent, vu que je donnais le cours, et que je l'avais véritablement aidé, que le cours, en tout cas, l'avait aidé à remonter la pente, à se reconstruire, à retrouver sa force, sa légitimité d'être dans un endroit comme ça et retrouver confiance en elle. Donc ça, c'est des témoignages, forcément, on se dit, waouh, moi je donne juste un cours de vélo, en fait, c'était beaucoup plus que ça. Donc ça, c'est vrai que c'est des beaux témoignages, et puis des moments où d'autres personnes ont pu me dire, voilà, j'ai repris le sport grâce à toi, j'ai repris un abonnement dans une salle de sport grâce à toi, j'avais un peu peur d'y aller, puis au final, voilà, je vois que t'en fais tous les jours, je suis venue à tes cours, ça m'a remis un peu le pied à l'étrier, je me suis dit, allez, je me lance, et ça, c'est vraiment des témoignages concrets, même si c'est pas 50 par jour, même si on a changé la vie d'une personne, qu'on a amélioré la journée de 1% d'une personne et qu'elle va mieux, pour moi, c'est toujours hyper gratifiant. Donc ça, c'est des grosses wins. Trop belle histoire. Est-ce que vous avez, vous, des témoignages aussi à apporter un peu comme ça? Moi, j'accompagne de plus en plus des personnes qui se font insulter ou violenter par des voitures ou des moteurs à vélo. Tu peux nous parler de pétro... Ouais, de pétro-masculinité. Alors, c'est un concept. En gros, la masculinité, on voit à peu près ce que c'est. Donc, c'est toute la socialisation masculine qui amène des comportements masculins qu'on pourrait qualifier de toxiques, même si ce mot ne veut pas rien dire, mais voilà, toxiques et malfaisants autour de nous. Et du coup, là, quand elle s'applique à un moteur, donc à une machine qu'on peut voir juste à côté de nous, ça peut donner une pétro-masculinité. On va donner un exemple. On est à vélo, il y a quelqu'un qui nous frôle hyper rapidement parce que on est sur son espace de passage habituel, et du coup, on le ralentit. Et en frôlant, on peut toucher le vélo, on est dans notre voiture et on est capable de donner la mort. Et en fait, toute cette pétro-masculinité autour du moteur et donc cette machine un peu intouchable. Je ne sais pas si vous avez déjà touché une voiture, la personne au volant va devenir complètement tarée parce qu'on a touché juste le capot de sa voiture, quoi. Donc ce concept-là, il a un peu émergé aussi autour de la question de l'énergie fossile, du pétrole et à quel point aussi elle est nocive pour la planète. Mais sans rentrer là-dedans tout ça, moi, à mon échelle et à mon endroit, c'est comment est-ce que des personnes qui ont vécu, mais même en fait, à un moment donné sur la route, un échange ou juste un sentiment d'avoir été vraiment mis en insécurité, ou d'avoir eu peur, ou d'avoir eu vraiment des échanges très musclés avec une personne au volant, comment est-ce que j'arrive à les remettre sur la route après, et comment est-ce que j'arrive à les aider à aller au-delà de ce qu'elles ont vécu et de leur trauma. Et en vrai, c'est ça le win, quoi. Enfin, en vrai... Donc j'essaye de développer des trucs de cyclodéfense, ou alors on crée des techniques entre nous. Mais alors tout le monde pense que c'est on va lever le vélo et on va se mettre à utiliser le vélo pour taper. Pas du tout. Moi, mon objectif, c'est la désescalade de la violence, puisqu'on est face à des gens qui peuvent nous donner la mort. Donc en fait, on n'est pas là pour riposter que par la violence, mais plutôt pour essayer de remettre les choses à un endroit où nous, quand on sort, on se sent bien. Et c'est souvent ça, en fait, dans les techniques d'autodéfense féministe, c'est vraiment essayer de ne pas se mettre encore plus en danger qu'on ne l'est déjà. Et donc moi, mes wins, un peu, c'est réussir à faire ça avec des femmes sur leur vélo. Et nous, de notre côté, on a aussi des grosses wins côté, justement, sur cette désescalade que tu citais tout à l'heure, sur la façon qu'on a eue au début de gérer les échanges qu'on avait avec le public qui avait plus l'habitude que nous d'être sur le terrain. On a développé vraiment une sorte de langage et de méthodologie par rapport à ça, d'anticiper un maximum de choses et de savoir se présenter, mieux s'introduire pour aussi mieux prendre l'espace et le partager ensemble. Et ça a été une des grosses wins sur la première année, parce que ça s'est fait aussi après ce petit épisode que j'expliquais au début. Donc c'était très important pour nous qu'on puisse répondre, réfléchir et qu'on s'adapte finalement à ce qui s'était passé pour que ça ne se reproduise plus. Et en l'occurrence, ça s'est très bien passé et depuis c'est beaucoup plus simple. Et les autres grosses wins, c'est aussi, ne serait-ce que par rapport au basket,
Aujourd'hui, on fait un travail qui n'est pas forcément opéré par la Fédé, sinon on ne serait pas là pour le faire. C'est pas pour leur taper sur les doigts, c'est parce qu'on a des positionnements qui sont complètement complémentaires en fait. Donc la Fédé va s'occuper de la compétition, va s'occuper d'autres types de médiatisation, va s'occuper des centres de formation et tout ça. Nous, on n'est pas une antichambre de la Fédé, on n'est pas tout ça, mais on vient simplement faire rayonner notre sport qu'on partage et qu'on aime au même titre. Des wins qu'on va avoir, c'est justement des personnes qui ont quitté des clubs classiques, soit parce que il y avait des coachings qui étaient un petit peu difficiles, un petit peu trop violents, trop appuyés, des tonalités qui étaient difficiles à suivre, à accepter sur le terrain. Donc on a parfois des personnes qui ont joué même à haut niveau, hein, qui se retrouvent, qui étaient en championnat national et qui se retrouvent à venir chez nous et nous dire bah moi j'ai arrêté le basket puis je l'ai pas arrêté dans les meilleures conditions donc je sais pas si je suis capable de m'y remettre. Ok, tu viens, on va prendre la température, on va voir comment ça se passe. Et 90% du temps on a, enfin même 100%, ah ouais trop bien, je me sens hyper à l'aise parce que j'ai juste retrouvé le plaisir d'être sur un terrain et de jouer. Et il y a aussi un autre combat et une autre win qu'on a et qu'on veut amplifier et sur lequel on tend à beaucoup travailler aussi, c'est d'aller davantage dans les quartiers prioritaires justement et d'aller chercher des jeunes filles qui s'autorisent pas à aller jouer. Que ce soit en club ou pas en club, mais en tout cas on se rend compte qu'on peut aussi bouger beaucoup plus de leviers que le simple sujet sportif quand on va autoriser des jeunes filles et leurs mamans, parce qu'on accepte aussi les binômes dans l'assaut, et de se dire que voilà, elles vont venir partager un temps ensemble qui est en dehors de toute tâche et tout déplacement urbain qu'on connaît, mais juste prendre du temps pour elles, à jouer avec nous, à être avec nous, à se célébrer avec nous, et ça c'est quelque chose qui est trop bien à partager avec elle au quotidien. Trop bien. J'ai une petite dernière question. Vous avez toutes les trois des expériences à l'étranger. Je voulais savoir si vous aviez vu des différences et s'il y avait des bonnes pratiques dont on pouvait s'inspirer et qu'on peut importer ici. Le sujet du voile, par exemple, ça serait cool. On va pas revenir sur tout le sujet, vous le connaissez, mais moi j'ai eu la chance de faire mes études aux Pays-Bas et juste, en fait c'est un non-sujet. Et du coup, je comprends pas qu'on en fasse encore un sujet aujourd'hui et je comprends pas que des femmes soient juste interdites de terrain parce qu'elles portent le voile. Pour moi, c'est inconcevable. Et d'avoir aussi vécu plusieurs années dans un pays où juste ce n'est pas un sujet, des fois, le retour en France, il est un peu lourd. Donc voilà, on pourrait s'inspirer de ça, par exemple. Donc on peut jouer chez les Comètes avec son voile, venez célébrer votre couvre-chef quand vous voulez, évidemment. Je te rejoins sur ça parce que j'ai aussi eu quelques expériences à l'étranger, notamment à Londres, où c'est clairement aussi pas du tout un sujet et où chaque culture, chaque religion est acceptée dans tous les métiers, tous les domaines. Donc ça, c'est vraiment, en fait, comme tu dis, on n'y pense même plus, en fait. Donc ça, c'est un très bon exemple. Et puis plus largement, moi j'ai été pas mal aux États-Unis et après ça vient peut-être plus de la culture du sport qui est très différente là-bas, mais on est beaucoup plus accepté en tant que femme aux États-Unis dans le milieu du sport parce qu'en fait ils se basent vraiment sur les compétences, la qualité et ce qu'on apporte au niveau du travail ou du sport en l'occurrence. Et voilà, si t'es bon, si tu t'apportes quelque chose, eux, voilà, c'est la valeur ajoutée que tu vas leur apporter, c'est bon. Tu peux passer devant un homme, il n'y aura aucun problème. Donc peut-être plus essayer d'ajouter dans la culture du sport ou dans la culture du travail le côté valorisation des compétences, le côté qu'est-ce qu'on a à vendre et à donner en fait, plutôt que de d'abord regarder, ok, c'est une femme, c'est un homme, mais regarder en fait la chose pour laquelle on est là. Que ce soit un coach, si on a un très bon coach et qu'on est une femme, on n'est pas moins légitime que parce qu'on a un homme qui peut être nul à côté, mais comme c'est un homme, c'est mieux. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc peut-être s'inspirer de la culture, on va dire, anglo-saxonne sur ce côté-là, se focaliser un peu plus sur les compétences et la valeur ajoutée de la personne. Ouais. Et comme aux US, ne pas avoir peur de gagner aussi. Ça, c'est quelque chose en France qui est... on n'a pas ça dans la culture. Le succès, la victoire, se célébrer. Se célébrer aussi, juste de prendre la parole en public, tous ces sujets-là, en France, on les a pas, que ce soit dans le milieu sportif ou ailleurs. C'est un des points aussi sur lesquels je pense qui répond tout à fait à ce que tu disais sur cette question de valeur ajoutée, d'acceptation de la valeur ajoutée. Accepter aussi cette culture de la win, mais d'en prendre le meilleur en tout cas, c'est quand même quelque chose d'assez important qui nous permet de nous affirmer davantage sur les terrains.
quand je travaillais à Bruxelles, qui est un étranger pas si lointain quand même, j'observais sur les femmes à vélo des choses différentes et des choses similaires. Par exemple, les choses différentes, même si j'en vois de plus en plus ici, c'est qu'on était sur des personnes qui étaient suréquipées. Donc c'est intéressant de parler de la survisibilité ou de la visibilisation, etc. À vélo, elle est elle est premier degré, quoi. Donc c'est gilets jaunes, lumière, casque, être suréquipé, survisible, on peut pas en rater, quoi, sur la route. Et donc c'était une culture tout à fait différente parce que en France, le port du casque il n'est pas obligatoire. Même si de plus en plus d'équipements de visibilisation sont obligatoires, c'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas cette culture-là, en tout cas. Moi, quand j'ai commencé le vélo à Paris, je portais pas de casque, j'avais pas de lumière. C'était la ville lumière, il y avait des lumières partout, donc j'avais pas besoin. Et donc ça, c'était hyper intéressant de voir qu'il y avait vraiment un suréquipement plutôt des femmes à vélo pour se sentir à l'aise, sécure, etc. que j'avais pas du tout rencontré ici. Mais en fait, malgré ce suréquipement, il y avait quand même des conclusions qui étaient les mêmes et des violences sur la route qui étaient les mêmes et des contraintes qui étaient les mêmes. Donc je dirais pas que mais en tout cas les différences sont intéressantes et les cultures vélo viennent d'ailleurs aussi. Les Pays-Bas ont beaucoup influencé. Donc par exemple, je voyais beaucoup plus de mamans à vélo avec plein d'enfants, plein de gamins et tout, ce que je voyais beaucoup moins à l'époque ici. Et donc c'est intéressant de voir comment les cultures elles sont différentes, mais en vrai il y a quand même des conséquences similaires. L'autre chose que j'ai pu voir, c'est un truc similaire qui est très chouette, c'est qu'il y a des collectifs cycloféministes, que ce soit à Bruxelles, que ce soit ici, que ce soit à Vienne, que ce soit à Barcelone, etc. Et qui s'organisent et qui sont en mixité choisie et qui utilisent ces outils un peu émergents, même s'ils commencent à être bien installés. Et ça, moi j'aime bien ces similitudes et du coup on parlait de réseaux et moi mon travail c'est d'essayer de créer des réseaux entre tous ces collectifs. Voilà. Je pense que c'est vraiment ce qu'on retient de toute cette discussion, qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a que de l'organisation, quoi. Et de la régularité. J'ai entendu ça. Je crois que c'est aussi comme ça qu'on fait des progrès en sport, enfin à Skip. Donc voilà. Merci beaucoup toutes les quatre. Moi, je vous propose de faire un petit temps questions-réponses et après un petit temps où vous aussi vous nous racontez vos histoires de win, de motifs, quand vous avez la flemme ou un peu peur, comment est-ce que vous trouvez un peu de courage ou de lien entre vous. Donc je vais faire le jeu de je donne le micro parce qu'il faut parler dans le micro. Moi, ma question, on a rapidement abordé le sujet de l'école et de l'occupation des filles et des garçons à l'école. Et je voulais vous poser la question de l'apprentissage du sport à l'école, qui est le moment où en fait c'est l'entrée dans le sport se fait là. Et je pense notamment au collège-lycée où pour moi là c'est le moment où on est sur des entraînements mixtes. Et je pense que si on demandait aux femmes autour de lever la main sur celles qui sont ressorties complètement traumatisées de leur... de comment se passaient en tout cas les entraînements et voilà, j'ai une fille qui a 16 ans, un fils qui a 12 ans, ma fille de 16 ans commence à dire que voilà, le sport c'est pas pour elle, en tout cas le sport collectif n'est pas pour elle, parce que le côté mixte fait que globalement elle ressort de là en se disant mais je suis pas à ma place en fait. Je me dis souvent en fait les femmes découvrent le sport collectif à ce moment-là, généralement arrêtent à ce moment-là en fait et reviennent au sport quand elles deviennent jeunes mamans en gros et puis là se mettent à faire une pratique individuelle du run ou de la salle et globalement moi je sais que j'étais un peu dans ce parcours-là et Comet Club en fait m'a permis en fait de me réconcilier avec la pratique d'un sport collectif et ça a été hyper important parce que j'ai guéri d'un truc d'adolescent où vraiment je me disais je n'ai pas ma place sur un terrain en collectif en tout cas voilà. Donc je voulais avoir un peu votre avis sur ces sujets. Moi sur le côté de l'éducation j'aurais plutôt envie de leur taper sur les doigts dans le sens où je trouve que l'éducation nationale en France ne fait pas beaucoup de choses pour le sport, que pour reprendre l'exemple des États-Unis c'est le jour et la nuit et qu'on ne valorise pas du tout le sport à l'école. On a, je sais même pas, 2 heures de PS par semaine, je sais même pas, et tout le monde veut se faire dispenser. Donc ça prouve qu'il y a vraiment un problème et qu'on n'est pas bien dans ce qu'on nous apprend. En fait, c'est pas les bonnes conditions. Moi, j'ai ce souvenir-là aussi du collège, et pourtant j'ai toujours adoré le sport, mais c'était pas mes meilleurs souvenirs de sport, surtout au collège. Donc je pense que déjà ça passerait par une meilleure valorisation du sport dans l'espace de l'école, du collège, du lycée.
de mettre en avant tous les sports, mais cette pratique. Et je pense qu'en France aussi, on a ce côté, les études sont tellement importantes et valorisées, les grandes études, les études supérieures, que le reste paraît en fait vraiment un échec. Et on le vit dès le collège, je dirais, parce qu'à l'école encore primaire, ça peut aller. Mais dès le collège, en fait, je pense qu'on associe ce côté sport à déjà un échec. Et puis, en tant que femme, on a du mal à trouver sa place parce qu'en fait, on se dit, de toute façon, moi, ma carrière, ce sera pas dans le sport. Donc, en fait, ce truc-là, ça m'embête, j'ai pas envie de le faire. Mais bon, ça passe aussi par ce qu'on a dit, par les représentations, les choses qui peuvent changer via la voie des associations, des nouvelles politiques. Bon, croise les doigts. Moi, toute ma famille dans l'éducation nationale, ils sont désespérés pour le sport. Donc, ça fait des années, je pense que c'est comme ça. Peut-être tu peux nous parler d'un point de vue asso, toi, de ce que tu vois pour ça. Moi, j'ai un contre-exemple dans le collège où j'étais. Alors, je sais pas si c'est que d'autres collèges ou si c'était l'époque où on le faisait, etc. Je me suis jamais renseignée, mais il faudrait que je le fasse. Nous, on avait un couple de profs de PS. En fait, c'était intéressant parce qu'ils travaillaient toujours en binôme et donc on était en non-mixité sur la pratique. Et c'est vrai que, en fait, on n'a pas connu, sur nos 4 années de collège, on n'a pas connu ce traumatisme-là parce que tout le collège fonctionnait ainsi, de séparer les filles des garçons. On avait le même créneau, on faisait des activités qui étaient intérieures l'un, extérieures l'autre et inversement. Et en fait, ça se passait hyper bien. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au lycée et qu'on était de nouveau mélangés, les cours de... Comment ça s'appelle ? On doit faire des pyramides, etc. etc. À l'acrosport. Et je me Traumatisme unlocked. Dispensé acrosport. J'étais en sport-études quand même. Vous imaginez le truc. Mais je n'arrivais pas à imaginer. Mais je vais pas grimper sur des gens en fait, c'est pas possible. Puis je pense qu'il y a aussi la problématique de la puberté et des règles, beaucoup pour les filles. Et c'est un truc qui nous repousse du sport. Enfin, on se dit, mais je peux pas bouger, en fait, je vais pas être à l'aise. On va voir que, voilà, selon comment on se sent et comment on gère déjà ce gros changement dans nos corps, en fait, on n'est pas du tout à l'aise d'être là en tenue de sport, moulante, ou enfin, peu importe. Mais ça, je pense que ça joue aussi beaucoup. Et ça, malheureusement, on peut pas passer à côté. Donc effectivement, le fait de peut-être séparer, moi, j'ai pas vécu ça. Donc je sais pas ce que ça fait. Ça change tout. Non, ça change tout sur le sujet des règles et de tout ça. On est dans un espace où on peut le partager finalement, où c'est accepté. La prof prenait le temps de poser la question au début des cours, ça je me souviens. Donc, nous c'était nos premiers cycles, on découvrait la vie, on découvrait les douleurs, on découvrait tout ça. Et un jour, il faudrait que je retrouve son contact et demander le pourcentage de dispense du coup quand on était en non-mixité, mais je pense qu'il a chuté. Et ça fonctionne hyper bien. Et c'est entre guillemets facile en fait à mettre en place. C'est pas des dispositifs qui nécessitent d'avoir des moyens dingues. Les pratiques complémentaires sont présentes. Je pense que c'est vraiment quelque chose de simple à mettre en place. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mettre en place des créneaux en mixité choisie là, séparer. En plus de ça, c'est le cas dans les sports professionnels, donc ça pourrait être un bon prétexte de se dire en fait, c'est déjà le cas là-haut. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas comme ça ? Moi, c'était vraiment des moments traumatiques. La piscine, quand j'étais en 6e, là, c'était horrible. Et du coup, ça a été mais comme beaucoup de choses de l'éducation nationale, ça a été tout un processus de se réapproprier le bonheur là-dedans, etc. Et effectivement, je suis passée d'abord par sortir, être avec moi-même en plein air, etc. Et maintenant, club de foot, et en fait, c'est à nouveau trop cool et c'est génial. Mais j'ai perdu 10 ans, quoi. On a perdu 10 ans d'accessibilité au sport, quoi. Donc si on pouvait s'éviter ces traumas, ce serait super, ouais. J'abonde complètement. J'étais une adolescente grosse, donc autant vous dire que tout était terrible en termes de rapport au corps et rapport au groupe. Mais moi, j'ai pas été le plus traumatisée par mes camarades garçons, qui en plus à la rigueur, c'est peut-être le summum de l'humiliation, mais en plus qui était doublement gentil avec moi, un peu en mode je te mets le volant vraiment facile pour le badminton et je tire quand même à, tu vois. Moi, c'était les profs. C'était les profs. Un enfer. Et en fait, il y en a eu une seule, dont je me souviendrai de son nom, qui était redoutée par tout le monde, mais était la seule à me dire, moi à 9 ans j'avais des seins. C'était la seule à me dire, est-ce que tu connais ta taille de soutien-gorge ? Je pense que tu n'as pas la bonne taille et ça t'empêche de faire bien du sport. Et je me souviendrai d'elle toute ma vie. Mais à contrario, les autres profs, c'était un enfer. Et moi, surtout, ce qui m'a le plus traumatisée, c'est qu'en fait, on te demande d'avoir les mêmes performances que la moyenne du reste de la classe. Mais on n'a pas les mêmes corps. Enfin, c'est vraiment... c'est absurde de penser que c'est la bonne manière de noter. Et ce qui était très choquant, c'est qu'il n'y avait aucune notation par rapport aux performances qu'on avait pu faire, par exemple, 2 semaines avant, soi-même.
C'est-à-dire de noter peut-être une progression, par exemple. Et ça, je pense que ça, je suis pas prof, c'est pas mon métier, mais je pense que c'est déjà un peu plus intéressant, et je dis pas que c'est parfait, que de noter par rapport à la moyenne des élèves. Je me souviens très bien, il fallait faire du footing dans je sais plus quelle classe, il fallait faire 12 minutes, moi au bout de 3 minutes, je n'en pouvais plus. Enfin, vraiment, j'avais les idées noires en courant, quoi. C'est vraiment la spirale totale. Et je me souviens de la prof qui dit, bah Anne, plus vite. Mais il n'y a pas de plus vite. En fait, il n'y a que juste, je vais arrêter, je ne peux pas continuer, je ne peux pas aller plus vite. Et en fait, je dis, mais c'est de la folie, enfin, elle est délulu totale de me dire plus vite. Enfin, et donc, du coup, je me suis dit, bah, je ne pourrais jamais courir. Et c'était 12 minutes. Et il y a quelques semaines, là, j'ai couru 12 minutes et j'étais genre, mais en fait, si, c'était possible. Merci. Mais ça a commencé par des runs de 30 secondes. Et j'ai fait 30 secondes, et j'ai fait 45. Et maintenant, je sais que je peux faire 12. Je fais 8,30 du kilomètre, ouais, tout ça. Mais voilà, et en fait, si jamais ça n'aurait jamais pu arriver avec cette pédagogie-là. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un levier, c'est d'avoir un rapport aux performances qui est individualisé avec l'élève, et pas avec une classe de 40 élèves, dont des garçons qui sont genre hyper athlétiques, des filles donc, qui ont des parents qui poussent, ce qui n'est pas trop mon cas, enfin voilà. Voilà, donc ça c'était ma petite pierre à l'édifice. J'étais très passionnée. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Sinon on passe un peu au moment d'histoire de win, de motivation, sur mon magnifique modèle de 30 secondes, road to 12 minutes. Ça me concerne pas, mais ça concerne ma mère, parce qu'elle a un rapport au sport qui a beaucoup changé ces derniers temps. Et en fait, quand elle a eu 50 ans, je sais pas pourquoi, comment, mais elle s'est remise à faire énormément de sport. Et en fait, elle avait jamais appris à faire de vélo. Et en fait, à 50 ans, elle a trouvé une asso à Montreuil qui apprend à faire du vélo. Bref, elle s'est mise à faire du vélo. Et donc maintenant, elle bouge pratiquement qu'avec ça. Et en fait, elle s'est remise pareil à faire de la rando. Et là, toutes les semaines, elle fait genre 30 km tous les dimanches avec un groupe de rando, avec qui elle s'est refait des potes et tout. Enfin, je dis juste ça pour aussi parler de la question de l'âge et montrer qu'en fait, il y a plein de périodes de nos vies qui sont aussi plus propices à reprendre le sport et qu'il n'y a pas des dates de péremption où en fait, c'est plus possible de le faire, quoi. Je veux faire un gros applause pour ta maman, parce que c'est vraiment trop bien. Ouais, moi aussi, ma mère, elle a 60... Bon, voilà, entre 65 et 70. Elle a jamais fait de sport de sa vie parce que... elle en faisait avant, puis après elle est devenue maman, puis après c'était compliqué. La vie et une famille un peu à gérer, quoi. Et là, elle a la retraite et pareil, elle se remet un peu au sport. Donc, en fait, c'est un genre de synchronicité, parce que moi aussi, c'est assez marrant. Oui, c'est trop beau de voir ça, parce qu'en fait, de nouveau, elle est maîtresse de son temps et maîtresse de son corps. C'est-à-dire que c'est plus un corps de maman qui doit courir chercher les enfants à la musique, qui doit courir faire les courses, courir au travail. Maintenant, si elle court, c'est pour elle, quoi. Voilà, et ça, c'est vraiment pareil, trop beau. Et petit moment, elle a essayé de trouver un kiné pour qu'elle apprenne à faire ça sans se blesser. Et elle habite un peu dans plein milieu de la diagonale du vide. Et le mec lui a un peu dit, en gros, vous êtes vieille, c'est normal d'avoir mal. Genre, le scandale, quoi. Enfin, c'est fou. Voilà, aussi peut-être former les professionnels du mouvement à dire, non, c'est pas normal d'avoir mal, même si on est une femme, même si on est vieille. En fait, on a le droit au mouvement en bonne santé et sans souffrir et jouir de notre propre corps, quoi. Donc, encourageons nos parents à s'y remettre. C'est très vrai ce que vous disiez sur le côté âge et péremption, surtout pour nous, les femmes. On a l'impression qu'à partir de 40 ans déjà, c'est un peu vieux. On nous laisse un petit peu sur le côté, alors qu'en fait, on peut clairement on peut reprendre des choses qu'on avait laissées de côté pour s'occuper d'une famille, pour faire les choses qu'en fait nous sont attribuées en tant que femmes, et qu'il n'y a pas d'âge pour faire du sport, continuer à faire du sport encore plus. Quand on a dépassé l'âge de la ménopause, il faut absolument rester actif. Ça, c'est la coach qui parle, mais il faut absolument rester active, continuer à supporter en fait les muscles et les articulations de son corps, parce que en tant que femme, on perd énormément de masse osseuse et de masse musculaire avec l'âge, et c'est ça qui peut nous mettre en danger, qu'on soit en mauvaise santé, faire des chutes, etc. Donc c'est très important. Donc c'est encourager, au contraire, à en faire.
Du coup, là, on parle beaucoup des parents, de la famille, mais je trouve qu'aussi le travail est une occasion de pouvoir stimuler les collègues à faire du sport. Moi-même, j'avais proposé aussi à mon entreprise, on n'est pas du tout une entreprise de sport, mais je leur avais dit aux collègues, est-ce que ça ne vous dirait pas que 2 fois par an, on se fasse une course tous ensemble et s'il y en a qui ne veulent pas courir, bah, au moins c'est s'encourager. Et je trouvais que du coup le sport c'est quand même aussi un moment où on peut se rassembler, où on peut s'encourager l'un l'autre. Qu'on aime faire du sport ou pas, bah, du coup aux collègues à choisir s'ils participent ou si c'est plus pour vraiment encourager. Mais oui, je trouve que le sport c'est aussi un moment qu'on peut passer ensemble et où on apprend à se connaître d'une autre façon en dehors du travail. Et puis les courses, c'est un vrai exemple de prendre l'espace public à niveau d'égalité. Il y avait le 10K Adidas dimanche, donc 10 km sur un parcours magnifique, Champs-Élysées, etc. Et c'était beau de voir des hommes, des femmes mélangés, tout le monde qui s'encourage, comme vous dites, qui était autant en tant que coureur qu'en tant que mettre l'ambiance, etc. Et ça, c'est un exemple parfait de... Il n'y avait pas vraiment de différence ressentie, je pense, en tant que coureur ou supporter. Donc le run, c'est bien aussi. Et dans les dynamiques d'entreprise, dynamiques de groupe, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant parce que c'est parfois une façon d'apaiser certaines tensions qu'on peut avoir dans des équipes, dans des sujets de management, etc. Et faire du sport ensemble, nous on le voit aussi par le basket quand on arrive par exemple après une journée compliquée où on va être un peu stressé, etc. Le geste de mettre le pied sur le terrain, c'est déjà un moment où, ok, on passe à autre chose, on fait redescendre et on s'exprime physiquement pour laisser aussi ces choses-là sortir quelque part. Et on l'avait remarqué avec la fondation Goldelletra qui faisait un tournoi de foot interentreprise, donc au bénéfice de la fondation. Et c'était hyper intéressant de voir les dynamiques où on reconnaissait les managers manager, mais finalement chacun prenait sa place et ça faisait vraiment du bien au sein des boîtes de venir leur faire du sport à l'extérieur, de prendre l'air et de faire autre chose dans la journée. Donc ouais, très bon exemple. J'ai une question qui concerne le vélo. Tu parlais tout à l'heure de pétro-masculinité, Yes. et des disputes, des embrouilles qui pouvaient en surgir sur la route. Et est-ce qu'au sein de ton association, vous traitez aussi des disputes qui découlent entre cyclistes ? Est-ce que c'est quelque chose qui est traité ? Je dis ça parce que je suis tombé sur un article du Monde. Ouais, je l'ai lu longtemps. en plus. Voilà. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec cet article, mais si Je l'ai tu pas lu veux, parce que je suis pas abonné, mais ça m'a interpellé parce que je fais pas mal de vélo aussi en parallèle et je constate moi aussi pas mal d'incivilités soit entre cyclistes, soit qui sont à l'origine, qui viennent des cyclistes eux-mêmes. Et je parle pour moi aussi, c'est aussi mon cas. On est tellement de cyclistes. On est tellement de cyclistes sur la route que malheureusement, voilà. Dans notre asso, on travaille moins sur ce qui se passe sur la route. Là, quand je vous parlais des trucs de violence et tout, c'est vraiment des trucs que je fais en tant que Sarah dans ces collectifs cycloféministes, pas forcément en tant que Sarah travailleuse au Répar. Mais là, depuis l'émergence du vélo électrique, il y a différentes façons de rouler et il y a différentes vitesses. Donc en fait, les pistes cyclables ne sont plus du tout adaptées aux pratiques des cyclistes. Donc c'est comme si on avait une avancée qui en fait est devenue un truc qui n'est plus une avancée du tout et qui nous recule. Donc il y a ce qu'on appelle des conflits d'usage. Il y a des cyclistes qui vont très vite, il y a des cyclistes qui travaillent qui vont encore plus vite. Il y en a qui sont juste là pour faire un point A, un point B, comme ce qu'on racontait tout à l'heure. Bref, il y a beaucoup d'usages différents et beaucoup de pratiques différentes. Et sur ce qui va être des embrouilles entre cyclistes, j'ai l'impression que ça arrive souvent, même moi par exemple, ça m'arrive de me rendre compte, notamment avec les vélos en libre-service, que les personnes qui prennent les vélos en libre-service n'ont pas forcément la même culture vélo que moi j'ai depuis 10 ans, qui va être de mettre le bras, qui va être de faire attention à ce que le vélo il va tourner, etc. Et ça, cette culture vélo, elle est pas innée, et en fait quand on prend un vélo en libre service depuis qu'il y a ça, on l'a pas forcément, et donc ça crée grave des conflits. Je trouve que jusqu'ici quand même on maintient un truc où il y a quand même un minimum de respect entre nous, même si parfois on respecte pas le code de la route, mais on se respecte un minimum entre nous. Ça arrive grave d'avoir des embrouilles, mais comme je pourrais avoir des embrouilles avec quelqu'un dans le métro, tu vois, de conflits d'usage d'un espace qui nous est commun.
Mais là où, par exemple, l'article du Monde, il est complètement catastrophique, il dit voilà, on est devenus tous agressifs les uns envers les autres, c'est chacun pour soi, etc. J'ai pas hyper l'impression que ça, et surtout, moi, ce que j'essaye de voir et ce que j'essaye de faire, c'est qu'il y ait une reprise de la route. En fait, quand les pistes cyclables sont complètement engorgées, bah, en fait, il faut reprendre la route, quoi. On n'est pas obligé d'être cantonné dans ce petit espace qu'on nous laisse. Si on est majoritaire, bah, go, en fait, prendre tout l'espace, quoi. Et donc j'essaye un peu de dire ça là autour de moi, mais on est quand même sur un truc qui est en train d'arriver, donc c'est hyper difficile d'élaborer des théories alors que c'est là, quoi. C'est en ce moment, c'est toutes ces vitesses différentes, quoi, et toutes ces cultures du vélo différentes. Donc sur les embrouilles intercyclistes, j'essaye de pas trop les visibiliser aussi parce que ça crée un peu de prosélytisme, un peu de ah regardez les cyclistes, nanana. Ça va pas trop dans le bon sens, tu vois. Du coup j'essaye plutôt de dire bon bah il faut qu'on crée une culture du vélo commune, quoi, et il faut qu'on la travaille, et que ce soit la personne qui prend un vélo une fois par semaine à la personne qui la prend tous les jours, à la personne qui travaille avec un vélo. Donc voilà. Puis avec la question de la pétromasculinité, il y a aussi la notion que c'est une minorité qui prend le plus d'espace. À Paris, les déplacements en voiture, c'est 4% des déplacements. T'as vu la taille de la chaussée pour 4% des déplacements? Enfin, donc effectivement, il y a quelque chose de déséquilibré, et ça va être au pouvoir public de rééquilibrer on peut, à Paris quand même ça va. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là, de redonner la place au vélo, quoi. Que justement il y ait assez de place pour tous les vélos et que la place de la voiture diminue puisqu'elle ne représente que 4% des déplacements. Et en fait, c'est vrai que comme on n'y est pas, ça crée des frictions. Après, l'article du Monde, si je me souviens bien, ça se trouve j'ai une bêtise, mais dans mon souvenir, c'est plus un édito. C'est ça, c'est plus un édito qu'un article avec des chiffres et tout. Parce que si jamais tu prends les chiffres des violences motorisées sur les cyclistes, en fait, c'est écrasant, quoi. Donc c'est un peu un biais d'humeur d'un gars qui dit son ressenti, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce ressenti, donc ça veut pas dire qu'il parle pour rien dire. Mais c'est pas forcément le paysage réel du partage de l'espace voiture, cycliste, piéton, piéton à Paris. Puis on parle de post-Covid, en fait, tout ça c'est arrivé après le Covid, donc ça fait que 5 ans, c'est assez récent. Voir tous ces cyclistes arriver, enfin, c'est quelque chose qui est en train un peu de basculer. Mais vraiment on parle à l'échelle de Paris et des grosses villes, hein, parce que c'est pas du tout le cas partout. Et l'autre chose, moi, si on replace ça d'un point de vue du genre, une chose que je voulais en parler tout à l'heure, c'est j'essaye de favoriser les gens à ne pas prendre forcément le trajet que Google nous donne, Google Déplacement là, donc quand tu fais d'un point A à un point B en vélo, mais d'essayer vu qu'on parlait de régularité, de trouver les chemins qui nous mettent à l'aise. Et en fait, c'est pas toujours les grosses avenues et c'est pas toujours les gros tronçons, quoi. Et donc moi, je vis à Saint-Denis. Si je suis à La Chapelle, j'ai cette route-là, mais cette route-là, elle est infernale. Je passe quand même à côté de l'autoroute. Il y a des voitures partout. Et donc en fait, parfois, je m'autorise à faire un détour de 10 minutes, à prendre le canal, et c'est beaucoup plus agréable, et je croise personne, à part des cyclistes. Et du coup, adapter ça à notre propre pratique, à notre propre besoin, c'est aussi hyper important. Et c'est peut-être un endroit où il y a moins de conflits aussi, puisqu'il y a moins de trafic. Moi, je voulais vous parler d'une pratique que je fais depuis 2 ans, et j'aimerais encourager toutes les femmes à le faire, ou en tout cas à oser le faire, c'est soulever des poids. Donc moi, je fais partie d'un club à Saint-Denis, justement, alors des kettlebells, je sais pas si vous voyez ce que c'est la boule avec la poignée, là. Et j'ai commencé à faire ça à Saint-Denis, dans un studio de yoga qui a développé cette activité-là, justement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui... il y a un enjeu de santé publique, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait que, passé un certain âge, préménopause, perte de masse osseuse, perte de masse musculaire, et en fait, c'est aujourd'hui assez bien documenté sur le fait que le fait de porter des poids, c'est-à-dire pas que faire en poids de corps, mais avec des poids, ça aide justement à régler en fait ce problème-là. Donc moi, j'ai commencé à le faire. Et j'ai commencé à faire ça avec plein de filles parce que c'est pas un espace non mix, mais de fait, c'est beaucoup de femmes qui n'oseraient jamais pousser la porte d'un Basic Fit parce que les espaces justement mixtes, type Basic Fit, dès qu'on est sur le soulevage de poids, on entend dire qu'il n'y a plus de femmes parce que faut y aller, quoi, faut être là en train de dire je vais oser, non je vais pas oser en fait. Donc c'est bien d'avoir des espaces un peu protégés pour le faire. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, pour moi, il y a une visée derrière politique
clairement avérée où on ne veut pas que les femmes soient fortes et que se confronter à sa propre force c'est hyper intéressant, qu'on a des tas de réflexions du style ah tu fais de la muscu mais attention il faut quand même que tu restes féminine. Au secours. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a aussi des structures comme ça qui existent et qui permettent de faire du sport et de développer sa force et d'éviter de mal vieillir et en tout cas de pas subir en tout cas les effets du temps. Voilà, c'était un petit témoignage. Déjà bravo de faire de la musculation. C'est en fait effectivement c'est trop associé au bodybuilding et donc on a l'impression que si on fait 3 biceps curls avec 5 kilos on va gonfler en 2 minutes. Non. Moi je fais au moins 10 heures de sport par semaine et pourtant mon corps il n'a pas changé je suis pas devenue Hulk, pas du tout. En fait, c'est justement très important pour garder justement encore en bonne santé de soulever avec du poids pour en fait habituer son corps et entre guillemets stresser son corps et ses fibres musculaires pour se développer, grandir et être en meilleure santé. Donc c'est très bien, il faut pas, même si je sais que on l'a toutes rencontré, c'est intimidant, c'est pas fait pour nous, c'est comme les sports qui sont soi-disant pas féminins, par exemple le rugby, c'est pas pour nous, mais voilà, comme vous disiez et comme j'ai eu dans ma propre expérience, il faut pousser les portes, on a envie de le faire, on sait que c'est bon pour soi, et ben faut y aller. Ça va être peut-être inconfortable quelques fois, quelques jours, s'il y a il y a des salles aussi 100% féminines, donc on peut peut-être commencer par ça, une salle où il y a que des femmes, où on sait que voilà, on va pas être en infériorité, qu'on va pas se sentir nul, parce que moi j'ai déjà eu l'exemple de je me suis embrouillée dans une salle de sport avec un homme qui voulait utiliser en gros il y a un plateau avec une espèce de cage où on met la barre, ça s'appelle un rack. La barre qu'on peut utiliser pour faire des squats par exemple, et on met des disques au bout de la barre. Et en fait, comme moi je soulevais moins lourd que lui, il m'a dit non mais c'est bon, moi j'ai besoin de la barre parce que je peux pas faire autrement, en fait toi tu soulèves rien. Alors qu'en plus il savait pas combien j'allais mettre dessus, mais bon voilà, raccourci très facile. Et en fait voilà, c'est juste se confronter à ce genre de remarques, ça nous permet de en fait essayer de se défendre et de se convaincre soi-même qu'en fait si, moi comme je disais au début, j'ai payé mon amendement comme toi. J'étais là avant toi, en fait, non, tu vas pas me virer, je vais faire ma série, ça va durer 40 minutes, et puis tu vas attendre, en fait, et revenir cet après-midi, quoi. Non, mais voilà, c'est un exemple bête, mais pour être si on n'a pas, parce qu'on n'a pas tous une personnalité où, voilà, on va oser, commencer par ce genre d'endroit où il y a plus de femmes, où il y a que des femmes, ça peut nous aider à nous mettre dans la pratique, que ce soit de la muscu, le rugby, la lutte, enfin, des trucs qui sont vus un peu durs et, on va dire, brutales. Et donc pour les hommes, associés aux caractéristiques des hommes dans une société, nous on doit être toute douce et faire de la danse. Et non. Donc c'est très bien, soulever des kettlebells, de la fonte, tout ce qu'il faut. Et c'est bon pour notre santé, que ce soit un homme et une femme. Et il faut de plus en plus l'implémenter, que ce soit dans des endroits qui sont faits pour ça, ou prendre notre place dans des endroits communs, publics. Et puis voilà, ne pas s'excuser d'y être en fait. Ça me semble être une absolument excellente conclusion. Je voulais encore remercier nos 3 intervenantes. Et si jamais vous avez des questions à leur poser, des questions sur Répar, sur l'autodéfense féminisme, sur le coaching, sur les médias et le sport, n'hésitez pas, on est à votre dispo. Et merci beaucoup. Et merci Anne, notre modératrice incroyable.